Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de répondre à l'invitation du musée ROPS. Je vais aujourd'hui donc parler du journal au second degré. Et je voudrais dans ce cadre vous proposer un parcours réflexif, je l'espère plaisant, dans la petite presse du 19e siècle. Alors j'ai hésité, pour ce faire, entre l'option qui consiste à essayer de composer un texte plus ou moins rigoureux et celle qui mise sur un exposé improvisé à partir d'extraits et d'illustrations. Comme je me méfie de ma propre tendance à la digression et face aussi à la menace d'un enregistrement de cette conférence, j'ai finalement opté pour les balises et la sécurité. Et je l'espère que ça va me permettre de vous donner un aperçu transversal, qui sera forcément incomplet, de certains rouages de la petite presse. Alors, l'histoire de la littérature française du XIXe siècle privilégie volontiers les grands auteurs, dont elle tend souvent à surévaluer la singularité. C'est Balzac, Lamartine, Hugo, que vous voyez ici, Baudelaire, Flaubert, Zola, et bien d'autres qui sont généralement présentés et représentés de façon isolée, comme autant de figures emblématiques d'une esthétique ou d'un projet. Alors ici, vous avez une caricature de Benjamin Roubaud qui figure donc Hugo, trônant à la fois sur le théâtre français, sur l'Académie, sur Notre-Dame, donc écrasant un peu tout sur son passage, et pensif aussi, toujours cette figuration du Hugo pensif. Ce phénomène de singularisation, ce phénomène d'exceptionnalisation de la figure de l'écrivain ne vient pas de nulle part. Il procède en fait d'une reconfiguration de la sphère des discours qui s'observe au début du XIXe siècle. Sous l'Ancien Régime, on parlait de belles lettres pour désigner la poésie, le théâtre, le roman, mais aussi les traités d'éloquence et ce qui ne s'appelait pas encore les sciences humaines. Donc on avait une sorte d'ensemble fourre-tout, les belles lettres. La Révolution française, on le sait, a permis le développement d'une réflexion sur l'accès aux biens culturels, dans le sillage notamment des travaux et des propositions de Condorcet. Alors il faudra attendre évidemment les lois Jules Ferry de 1882 pour concrétiser l'idéal d'une école qui serait obligatoire pour tous, mais le XIXe siècle n'en est pas moins animé par une réflexion systématique sur le fonctionnement de la scolarité, de sa structure, de ses composants et de ses enjeux. Or, dans ce siècle où l'enseignement accède à une place centrale, on constate rapidement que l'ensemble discursif que sont les belles lettres, cet ensemble un peu fourre-tout, se révèle caduc. Est-ce qu'on peut vraiment mettre dans le même panier l'histoire, qui tend à s'imposer comme une discipline scientifique, fondée sur une méthode éprouvée, enseignée, et la poésie, qui n'a rien à voir avec la science et qui ne s'enseigne pas? S'impose alors progressivement la notion de littérature, qui est notamment mobilisée par Germaine de Staël dans son essai « De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales ». Et on a une catégorie qui rassemble les écrits qui sont motivés par des enjeux esthétiques, mais qui se distinguent des écrits scientifiques et dont les auteurs n'ont pas suivi un cursus visant à leur apprendre les arcanes de cette pratique. Voilà un critère majeur qui va véritablement favoriser le développement d'une mythologie, de la mythologie du génie romantique. La littérature, donc, on considère que ça ne s'apprend pas, ça ne s'enseigne pas, on n'apprend pas à devenir écrivain. Et cette spécificité va doter l'écrivain d'un statut particulier, non seulement en regard des autres individus qui vivent de leur plume, mais aussi en regard d'autres artistes. La littérature ne requiert pas de droit d'entrée, de certificat, de diplôme, et la situation est différente pour le peintre, qui doit faire écolage dans l'atelier d'un maître, ou pour le musicien, dont la formation est assurée par une académie. L'écrivain, lui, peut se passer de mentor et d'institutions coercitives et prescriptives pour obtenir le droit d'exercer son art. On a un statut exceptionnel qui va être largement exploité par les écrivains romantiques qui se pensent volontiers touchés par la grâce et bénis des dieux. Puisque leur activité ne procède pas d'un apprentissage patient, c'est forcément qu'elle les dépasse, qu'elle est un don, qu'il relève un peu du génie. Hugo, Lamartine, voici une autre caricature de Lamartine, par Cham dans l'Assemblée nationale comique. Donc Hugo, Lamartine, Baudelaire aussi miseront volontiers sur cette mythologie qui a pour effet de nimber l'écrivain d'une aura de mystère, d'en faire un être d'exception, singulier, que le commun des mortels ne peut pas tout à fait comprendre. Et cette représentation sacralisante, il faut bien le dire, continue aujourd'hui à infléchir nos représentations. On continue, à bien des égards, de considérer que les écrivains sont des êtres d'exception et que leur œuvre est parfois incompréhensible, en tout cas difficile à expliquer. Alors ceci pour expliquer très rapidement d'où vient notre représentation de la singularité des grands écrivains, qui s'objective donc historiquement. Dans les faits, toutefois, l'écrivain du XIXe siècle est un véritable animal social, et il est rare de le trouver isolé.
Victor Hugo, par exemple, a eu tôt fait d'ouvrir les portes de son appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs à ses amis et ses confrères, qui se rassemblent ponctuellement pour se lire leurs productions, les éprouver, en discuter. Cette forme de sociabilité est très fréquente au XIXe siècle. Sainte-Beuve, dans le recueil Vie, poésie et pensée de Joseph Delorme, utilisera, pour en rendre compte, la métaphore du cénacle, du nom donc de la chambre haute où eut lieu la dernière scène du Christ et de ses apôtres, puis par métonymie du groupe d'apôtres unis dans l'adversité après la crucifixion. Et Sainte-Beuve écrit ceci dans ce poème qui s'appelle Le Cénacle. « Puis les soirs, quelquefois, loin des moqueurs barbares, entre soi converser, compter les voix trop rares et se donner la main. » Et finalement, c'est là tout le projet des cénacles qui vont se rassembler et qui vont réunir des écrivains du XIXe siècle, depuis les soirées de l'Arsenal autour de Nodier, jusqu'aux soirées de Médan autour de Zola. À côté du Cénacle, si la question vous intéresse, je vous conseille ce volume impeccable d'Anthony Gliner et de Vincent Lenné sur la question, l'âge des Cénacles. Mais à côté du Cénacle, donc, d'autres formes de sociabilité permettent au XIXe siècle les rassemblements d'écrivains, le fait que les écrivains se mettent au contact les uns des autres. L'une des plus fameuses est le journal. Alors en 1836, la publication de La Presse de Girardin, qui est le premier quotidien populaire, marque, selon l'expression d'Alain Vaillant et Marie-Ève Terranti, l'an 1 de l'ère médiatique. C'est l'ouverture, donc là vous avez un ensemble de références éventuellement qui ont interrogé, qui ont questionné cette apparition du journal et la façon dont elle a infléchi véritablement l'écriture romanesque aussi, poétique au XIXe siècle. Donc l'apparition et la popularisation du journal, c'est l'ouverture d'un espace qui vise un lectorat bourgeois, alors que les journaux de l'Ancien Régime, et même jusque sous la Restauration, s'adressaient à un public plus huppé. C'est aussi un médium qui fonctionne grâce à la réclame, à la publicité. Et c'est l'ouverture d'un lieu disposé à accueillir la contribution de nombreux individus qui, parce qu'ils sont poussés par le succès du romantisme, se sentent appelés par la carrière littéraire et peinent à s'y faire une place. C'est-à-dire que, vu le succès du romantisme, beaucoup d'individus se disent « mais moi aussi, je veux devenir écrivain ». Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc le journal se révèle un espace qu'on peut investir pour devenir une sorte d'écrivain-écrivant, d'individu qui n'écrit pas forcément ce qu'il souhaite, mais qui parvient malgré tout à vivre de sa plume. Donc le journal, auquel c'est Rousseau du ruisseau, comme les appelle Robert Darnton, le journal auquel il donne des chroniques, des recensions, des prises de position, des mots d'esprit, des critiques et des petits articles, leur permet donc d'obtenir des revenus grâce à l'écriture, même si les textes qu'ils publient dans ce cadre ne sont pas forcément les œuvres qu'ils auraient souhaité écrire, sont parfois bien éloignés de leurs aspirations littéraires. En fait, de Balzac à Vallès, de Hugo à Maupassant, la majeure partie de la littérature du XIXe siècle ne peut se concevoir sans le journal, qu'elle investit sous différentes formes, en se pliant ses contraintes matérielles. C'est le cas notamment du roman feuilleton, qui est fondé sur un double principe de fragmentation et de fidélisation, et que ces aspirants écrivains infléchissent aussi par leurs codes, leurs techniques et certaines de leurs valeurs. Alors, le roman qui a le mieux thématisé cela, c'est Illusion perdue de Balzac, qui montre comment le milieu littéraire du XIXe siècle se partage entre deux pôles, entre lesquels le héros, ou l'anti-héros, Lucien de Rubempré aussi, d'un côté, un pôle qui favorise le succès économique à court terme, en se conformant aux attentes du public et du lectorat bourgeois. Disons que c'est le monde du journal et du feuilleton. Et puis de l'autre côté, l'autre pôle, qui mise davantage sur la reconnaissance octroyée par les pairs, sur la légitimité. Et parfois, si on choisit cette option-là, on est voué à ne connaître que la misère. La presse politique officielle au XIXe siècle est composée de journaux comme le Constitutionnel, comme le Figaro, comme le Journal des débats politiques et littéraires. À leur côté va progressivement émerger ce qu'on nomme la petite presse. Vous avez ici une illustration du journal L'Éclipse, qui a été largement animé par un individu qui s'appelle André Gilles. La petite presse, qui est ainsi surnommée parce qu'elle est en réalité subordonnée à plus ou moins tous les niveaux à la presse à grand tirage. L'équipe qui gère un petit journal est plus réduite, moins fixée. Les collaborateurs varient, fluctuent en fonction des moments. Le financement de ces périodiques est relativement aléatoire, à l'image d'ailleurs de sa périodicité. Il peut arriver qu'un petit journal cesse de paraître et republie le mois suivant.
Les sujets qui sont traités dans la petite presse sont aussi largement mineurs et parfois tout à fait anecdotiques, on aura l'occasion de le voir. Plus libre que les grands journaux, la petite presse opte pour des sujets et des codes qui sont proches du milieu littéraire et elle se distingue aussi par sa propension à l'ironie, au détournement, à la satire, bref, par son énonciation au second degré. Elle est particulièrement encline aussi à ce que Jean-Didier Wagner appelle joliment l'autoscopie, c'est-à-dire qu'en une sorte de mélange de spécularité, d'égocentrisme et d'autodérision, le petit journal se prend très volontiers pour sujet lui-même. Il met en scène ceux qu'il compose en une sorte de carnaval perpétuel qui a aussi pour effet de saper toute possibilité de se prendre au sérieux. La petite presse, c'est un lieu où on s'amuse et c'est sans doute là sa principale raison d'être. On s'amuse notamment en parlant uniquement de soi et en fonctionnant volontiers à la private joke. Cette petite presse va se révéler un espace tout à fait propice à l'invention et à l'innovation culturelle, à tel point que l'historien de la littérature Alain Vaillant ne craint pas d'en faire le creuset de notre modernité. En tout cas, il s'agit d'un lieu qui permet la réflexion, la prise de position et l'expérimentation, selon deux grands modèles que j'aime bien distinguer entre le laboratoire et le défouloir. C'est ça aussi, la petite presse, c'est un espace où on expérimente et où on se défoule. La petite presse va d'emblée s'imposer comme un espace qui, loin de tenir lieu de relais ou de support au pouvoir politique en place, se révèle contestataire, sur un mode qui est moins franchement révolutionnaire que plutôt potache, dans la mesure où le but, c'est surtout de contester l'ordre établi en exposant les travers des dominants, politiques notamment, à coups de caricatures, de blagues et autres fictions perturbatrices. Le meilleur exemple de ce fonctionnement, c'est peut-être celui du célèbre épisode de la poire. Comme le rappelle Fabrice R. dans son excellent essai sur la question, au début de la monarchie de Juillet, les petites feuilles satiriques misaient sur des détours et périphrases pour éviter la censure. Et du coup, le roi Louis-Philippe n'était jamais désigné nommément, mais était toujours appréhendé de façon indirecte. On l'appelait notamment Monsieur Juste Milieu, le roi citoyen, Lolo Fifi, quelqu'un, un tel, un auguste personnage, et surtout chose. Quand on voit chose dans la presse de la monarchie de Juillet, c'est une allusion à Louis-Philippe. Alors c'est un principe qui permettait avant tout d'éviter des poursuites, puisqu'il ne s'agissait pas d'attaques explicites. C'est un estompage qui se prolonge dans les dessins de la petite presse, qui en viennent souvent à figurer le roi de dos, ou qui masquent son visage. En novembre 1831, Charles Philippon va se permettre un véritable coup de force qui est resté dans l'histoire. Alors Charles Philippon, c'est le fondateur de la maison d'édition Aubert, qui est spécialisée dans les petits imprimés satiriques, et c'est le créateur de l'hebdomadaire La Caricature, qui ne se vend que par abonnement d'ailleurs. Philippon est un habitué des tribunaux. Il est fréquemment convoqué pour les différentes provocations qu'il s'autorise. Le 14 novembre 1831, dans le cadre d'un procès qui est lié à un crime de lèse-majesté, il va argumenter, et sa défense va se fonder sur les principes de la liberté de presse et va miser sur une logique à la fois mutine et efficace. Il dit ceci: « Il faut représenter le pouvoir. Il en a le droit, et il n'y a qu'un moyen pour cela, c'est de prendre la ressemblance et non la personne de celui qui en est l'âme, le chef, de celui que toute la France connaît et qui rendra seul intelligible la pensée de l'artiste. Je le répète, c'est le seul moyen qu'il y avait. Il n'y avait donc pas le choix. Lui permettre de faire de la lithographie politique et lui enlever le seul moyen qu'il ait serait de se jouer de la liberté, répondre par l'ironie à celui qui revendique son droit, lui ôter d'une main avare et sacrilège ce que de l'autre on lui aurait accordé. Oui, ce portrait est celui du roi. S'il n'était pas ressemblant, nous serions coupables, car c'est lui que nous voulions faire. » Donc l'enjeu, ici exposé, c'est de pouvoir critiquer le pouvoir en utilisant l'image du roi comme synecdoque, comme cible singulière d'un problème plus vaste. La caricature n'est pas un moyen de viser l'homme, mais de viser la fonction qu'il occupe et la façon dont il occupe effectivement cette fonction. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippon va aller plus loin, grâce en fait à 4 croquis qu'il esquisse au tribunal et qu'il accompagne d'une imparable démonstration logique. Les voici. Alors, ce premier croquis, en haut à gauche, ressemble à Louis-Philippe. Donc vous allez condamner. Alors il faudra condamner celui-ci, le suivant, qui ressemble au second. Et enfin, si vous êtes conséquent, vous ne sauriez absoudre cette poire qui ressemble au croquis précédent.
Ainsi, pour une poire, pour une brioche et pour toutes les têtes grotesques dans lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste ressemblance, vous pourrez infliger à l'auteur 50 prisons et 5 000 francs d'amende. Avouez, messieurs, que c'est là une singulière liberté de la presse. Alors, démonstration relativement absurde, mais tout à fait efficace, en tout cas très séduisante. Pour l'efficacité, en réalité, on repassera, puisque Philippon sera condamné à une peine de prison, ce qui est en fait assez fréquent à l'époque dans le milieu journalistique, et à 2 000 francs d'amende, et aussi à la prise en charge des frais du procès. Mais à partir de là, le motif de la poire va se révéler intrinsèquement satirique. Sa seule convocation active des référents irrévérencieux. Les croquades de Philippon sont mises au net par Daumier dans la caricature, dans le numéro 56 de la caricature, et de nombreux illustrateurs vont à sa suite reprendre le motif. La seule convocation d'une poire suffira à être irrévérencieux à l'égard du roi. Dans le 68e numéro de la caricature, on trouve de cette façon une illustration de Traviès, intitulée « Qu'est drôle de tête », où le fils du roi apparaît aux côtés de son père avec une tête de concombre. Dans le numéro 164 du même journal, on trouve une lithographie de Benjamin Roubaud intitulée « La France traîne son boulet », et le boulet est une poire. Les allusions comiques ne manquent pas non plus dans la petite presse. On trouve toute une série de blagues ou de mots d'esprit qui sont extrêmement significatifs. On dit que la Révolution n'a pas porté de fruits, et la poire alors. Tous les fruits de la Révolution de juillet sont dans un coin. Le juste milieu veut absolument que nous gardions une poire pour la soif, et un peuple qui a faim ne veut pas garder une poire pour la soif. Le 27 juillet 1834, le Charivari, un autre journal fameux, fondé par Philippon en 1832 et qui finira par absorber en fait la caricature en 1843, est contraint par la cour d'assises du département de Seine-et-Oise de publier en ses colonnes le verdict d'un jugement qui lui est défavorable. Eh bien, le Charivari, et Philippon en particulier, vont choisir de le faire par le biais d'un calligramme qui figure une poire. Donc, le texte est bien reproduit, mais personne ne lit le texte. Tout le monde remarque le fait qu'il y a une poire, et donc que c'est une nouvelle fois une forme de désaveu et de marqueur ironique à l'égard de Louis-Philippe. Et en fait, il y a quelque chose là de particulièrement audacieux en matière de typographie pour l'époque. Et je crois que les expérimentations et les audaces de ce genre sont emblématiques de l'esprit expérimental de la petite presse de l'époque. Alors, au-delà des prises de position politiques, la petite presse est surtout un lieu où on rit pleinement et où se déploie la blague, qui est aussi typiquement une invention médiatique du XIXe siècle et qui n'a bien souvent pas d'autre valeur que le rire qu'elle permet. Alors, comme le rappelle Nathalie Price, qui a consacré un essai à la blague au XIXe siècle, l'acception du mot blague, en fait, est attestée en 1809 seulement, comme menterie, vantardise, mensonge pour amuser les gens. Et ça va tendre, cette réalité, ça va tendre à se populariser, notamment à travers et grâce au journal. La petite presse du XIXe siècle est animée notamment par ce que Marie-Ève Terranty appelle l'esprit Paris, c'est-à-dire le fait de prendre le discours sérieux du grand journal à contre-pied. On feint de s'inscrire dans une forme de communication informative et en fait on laisse le récit dérailler gratuitement vers une histoire pour rire, une histoire absurde ou un mot d'esprit. Ça montre bien, c'est un exemple qui montre que le journal se révèle un espace qui favorise l'hybridité et les petits genres bricolés, les petits genres de travers. Alors on va trouver dans la petite presse des éphémérides, des historiettes comiques, des comptes rendus satiriques, des fausses notices nécrologiques, des petites annonces incongrues, des questions rébus, des aphorismes à dessous, des causeries plaisantes, des parodies de romans feuilletons, alors que Je ne suis connaît un succès énorme avec les mystères de Paris. Des journaux comme le Tintamarre vont commencer des romans feuilletons qu'ils interrompent après 10 lignes, en disant oh, « c'est trop d'efforts finalement, abandonnons ». On trouve aussi des pièces en un acte, des 3 tirades, des charades et aussi des détournements du dictionnaire, autant de genres qui participent à la mosaïque du journal. Parmi ces genres, la récupération de la forme du dictionnaire m'a intéressé il y a quelques années, puisque c'est à cet objet que je consacrais ma thèse, donc au détournement littéraire de ce genre académique par excellence. Et en fait, le journal et le dictionnaire, au XIXe siècle, ont beaucoup de choses en commun. Ils ont notamment en commun le fait qu'ils se révèlent, pour beaucoup d'individus, le lieu d'une écriture par défaut, permettant de subsister par la plume, à défaut de briller par elle.
Ce sont deux espaces qui peuvent accueillir des tâcherons des lettres, c'est-à-dire des seconds couteaux, qui ne parviennent pas à s'imposer comme poètes, romanciers ou dramaturges, mais qui parviennent malgré tout à donner des chroniques au journal ou qui parviennent à se faire engager pour contribuer à de vastes entreprises dictionnériques. La récupération du dictionnaire par le journal est aussi liée à un intérêt formel. Parodier le dictionnaire et intégrer des définitions comiques, c'est se donner les moyens de déjouer à la fois le pédantisme des lexicographes traditionnels, en particulier les académiciens, qui sont souvent raillés dans la presse et en fait dans toute une série de discours ironiques au XIXe siècle. Voilà ici une caricature de Daumier, publiée dans le Charivari en 1843, qui s'intitule « Académiciens travaillant au dictionnaire ». Les trois individus sont en train de faire une sieste. Donc, moyen de se moquer de la lexicographie traditionnelle, moyen aussi de rire de la vulgarisation du discours scientifique qui prend de l'ampleur au XIXe siècle. Mais c'est aussi, sur le plan purement formel, miser sur un genre qui, par sa structure, par la potentielle brièveté de ses notices aussi, répond idéalement aux contraintes impliquées par la presse. Développer un petit dictionnaire dans un journal, comme dans le Tintamarre par exemple, c'est intégrer une rubrique qui peut miser sur le principe de fragmentation et l'interruption aléatoire du texte. C'est une rubrique qui permet des livraisons donc complètement arbitraires, complètement aléatoires, au contraire, donc, par exemple, du roman feuilleton qui tient le lecteur en haleine et qui doit être publié à rythme régulier. Un dictionnaire, comme ça, dans la petite presse, vous n'allez pas être captivé et vous n'allez pas attendre le journal de la semaine suivante pour être sûr de pouvoir lire la suite du dictionnaire. Donc, en fait, le dictionnaire parodique dans la petite presse, c'est un genre de raccro, on peut le dire comme ça. Il permet à la fois de distraire en amusant et de combler des vides, de remplir des colonnes. Inutile aussi que la totalité des notices soit hilarante, bien tournée ou brillante. 2 ou 3 éclats parmi elles suffisent à rendre l'ensemble plaisant. Et du coup, c'est un espace, un genre parodique qui va largement privilégier le calembour, la blague enfantine, la blague à 2 sous. Exemple donc dans le Tintamarre, qui est un périodique emmené par Jean-Louis Commerson, ancien clerc de notaire et principal animateur en fait de cette pièce. Ce Tintamarre va se doter d'un dictionnaire du Tintamarre qui se moque donc de l'éternel chantier inachevé qu'est le dictionnaire de l'Académie, en sapant son autorité à travers des notices calambouresques du genre forum, homme robuste, gradin d'un potelé, Goujon, petit poisson très estimé en sculpture et en friture, larcin, l'art qui n'est pas nuisible à la santé. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'humour particulièrement faible, mais ça permet de remplir des cases, ça permet de remplir de la place. Alors, dans le Tintamarre, ce dictionnaire parodique est signé par un certain Joseph Citrouillard, qui est omniprésent dans les pages du journal. Et sous ce pseudonyme, en fait, c'est Commerson lui-même qui se cache, le directeur du journal, qui commence d'abord par signer des ébauches de romans feuilletons rapidement abandonnés, et puis progressivement, le rôle de ce faux signataire, Joseph Citrouillard, va évoluer, et il va intégrer des petites fictions dans le journal. En voici un exemple. La continuation de notre charmant roman, Le Grinch, souffrira quelques jours de retard par suite d'un accident arrivé à notre célèbre écrivain, Joseph Citrouillard, l'auteur de cette ravissante publication. Le soir de la première représentation de Lucrèce, notre collaborateur Citrouillard, qui, pour utiliser ses loisirs, vend des contremarques à la porte de l'Odéon, a été arrêté par des sergents au moment où il glissait des numéros du Tintamarre dans la poche du public. Donc il y a l'invention, là, la prolongation, si vous voulez, des aventures d'un personnage fictif du journal dont on commence à raconter les aventures. C'est plus seulement un signataire, c'est aussi un personnage qui vit une vie aux côtés du journal, une vie qui n'existe pas. Et c'est intéressant, je crois, parce que le Tintamarre déploie là une logique qu'on trouvera plus tard assumée dans certains magazines pour la jeunesse, notamment, je pense à Spirou, où le héros des séries à succès devient progressivement aussi signataire de certaines rubriques, telles que l'éditorial ou le courrier des lecteurs. Alors, oui, j'ai oublié de vous montrer cette dia, je vous prie de m'en excuser. Alors, des jeux similaires s'observent dans un journal que les amateurs de Félicien Rops connaissent bien, au moins de nom, l'Eulenspiegel, qui commence à paraître le dimanche 3 février 1856. Alors, j'avais jamais parcouru ce périodique et je me suis rendu à la Bibliothèque royale pour le faire en vue de cet exposé. L'Eulenspiegel est sous-titré ironiquement « Journal des ébats » artistiques et littéraires, ce qui est un clin d'œil au journal des débats français.
C'est un journal qui vise à distraire et à amuser, mais aussi à rendre compte de ce qui se fait dans les milieux artistes belges. Il s'ouvre par une manière de déclaration d'intention, c'est souvent le cas, dans la présentation d'un journal, on commence par exposer ce qui seront les enjeux de ce journal. Et donc, d'emblée, ce texte de programmation, ce texte de présentation, assume un style pince sans rire et une position originale dans le monde des petits journaux. Je ne vais pas vous lire la totalité du texte, mais quelques passages quand même. C'est un texte qui est destiné donc aux lecteurs. Depuis longtemps, le besoin de supprimer quelques journaux se fait sentir. C'est pourquoi nous décidons à en publier un nouveau. La première phrase de présentation du journal est d'emblée ironique et montre une certaine forme de paradoxe, un esprit aussi assez pince sans rire. Nous ne venons donc point combler une lacune importante. Notre journal, œuvre de fantaisie pure, n'a point l'ambition de satisfaire un besoin social jusqu'à présent inassouvi. Nous paraissons pour paraître, rien de plus. La fantaisie a-t-elle des lois et des raisons d'être? Un peu plus loin, sachez que nous avons formé à part nous le projet d'avoir de l'esprit. Vous le voyez, nous sommes pavés de bonnes intentions, comme l'enfer évidemment. Un peu plus loin, toujours dans le même texte, Eulenspiegel ne sera jamais l'organe d'un parti ni d'un homme, il ne s'occupera ni de questions religieuses ni de questions politiques. Les questions sociales, si dignes d'être étudiées ailleurs, ne seront même pas effleurées dans ces colonnes. Les personnalités blessantes et les allusions grossières n'y trouveront pas d'accueil. Enfin, la Belgique et les faits qui la concernent tiendront la première place dans notre publication. Nous avons choisi un titre belge. Le journal se publie en Belgique, par des Belges, mais ce n'est pas à dire pour cela que nous voulions arborer un patriotisme exagéré et interdire l'exportation de tout sentiment d'estime et de sympathie. Comme tous les amours-propres, le patriotisme, qui n'est que de l'amour-propre national, trouve un grand danger, c'est-à-dire le ridicule, dans un petit excès. Outre des charges, des caricatures, des dessins de fantaisie et d'actualité, Eulenspiegel publiera des articles de variété, des peintures de mœurs, quelques poésies, des biographies artistiques, des études diverses, des nouvelles à la main, des anecdotes peu connues et tirées de nos annales. Une partie du journal sera réservée aux chroniques musicales, aux bruits de salon, du théâtre, de l'atelier, etc., etc. Alors ma transition entre le Tintamarre et l'Eulenspiegel n'est pas forcée, je vous rassure, puisqu'il existe des pratiques communes entre les deux journaux, comme l'usage de petites rubriques de moindre valeur à des fins de remplissage. Ce sont les nouvelles à la main. Je vous lis un extrait. Ce sont donc des nouvelles à la main. À la base, ce sont des nouvelles qui sont trop illégitimes pour être véritablement imprimées. Mais donc, on considérait qu'on les recopiait à la main. Et puis, c'est devenu une sorte d'institution du journal aussi. Au nombre des trésors qui forment le patrimoine de la civilisation moderne, il faut compter la statistique. C'est une belle invention dont nous parlerons un jour. C'est ainsi qu'une statistique, établie l'an dernier en Belgique, a démontré que presque tous les individus condamnés pour faux en écriture savaient écrire. Voilà, genre d'humour, de pointe ironique qui émaille l'Eulenspiegel. Des zigzags, là ce sont aussi des commentaires assez légers qui peuvent parfois commenter les productions internationales, comme ceci. Monsieur Champfleury continue dans la revue des Deux Mondes son roman de sensations de Josquin, commencé dans son éphémère Gazette. J'en extrais cette phrase que je livre en pâture aux méditations des philosophes. Donc, phrase citée de Champfleury. « Stupide comme un éléphant qui flaire un harmonica ». Et l'auteur de cette notice dit « J'offre à l'appréciation éclairée de M. Champfleury deux expressions inspirées par sa littérature. Première expression dédiée par Eulenspiegel à M. Champfleury. Pensif comme un bœuf qui aurait avalé une pendule. Puis deuxième expression, du même au même, ahuri comme une citrouille chatouillée par un harançon. » Manière de railler une poétique qui est jugée illégitime. On trouve là aussi, dans l'Eulenspiegel, comme dans le Tintamarre, des parodies dictionnériques. Ici, par exemple, un refugium peccatorum, c'est-à-dire le refuge des pécheurs. Définition de Scipion l'Africain. Scipion, ici, est réduit à une demi-douzaine de surveillants. Donc un calembour assez pesant. On trouve aussi des chroniques dans l'Eulenspiegel qui sont signées par un personnage fictionnel typique, emblématique du périodique. Et là, en l'occurrence, c'est Eulenspiegel, qui est d'abord la référence mythologique qui donne son esprit au journal, mais qui sera aussi utilisé comme signateur d'articles comiques. Dans le numéro 32 de la 3e année, alors là, vous ne pouvez pas lire, j'en suis bien conscient, le pseudotyle relate son passage à Paris. Il explique avoir rendu visite aux académiciens, au journaliste Louis Veuillot, qui l'a conduit et mis fin à ses rêves de devenir journaliste français. Il indique qu'il a essayé en vain de se faire servir une purée au crouton dans un restaurant parisien, mais que le serveur n'en démordait pas et lui apportait systématiquement des huîtres.
Voilà. Et il indique aussi avoir assisté à une représentation d'une pièce intitulée « La bouteille à l'encre », à l'issue de laquelle il a tenté de séduire l'actrice principale, mais qu'il a éconduit parce qu'il n'est pas français. On trouve aussi des allusions directes, des clins d'œil du journal belge à l'hebdomadaire français, et parfois des pics, à l'image de l'évocation d'un plagiat dans le premier numéro de la 2e année. Voilà une allusion qui dit, bon, on lit dans le Tintamarre, le Figaro citait dans son numéro de dimanche l'un de nos derniers zigzags. Figaro l'avait lu dans le Tintamarre parce que celui-ci avait cru devoir le recopier dans nos colonnes. Nous n'y trouvons certes pas à redire, mais nous prions le Tintamarre, lorsqu'il voudra bien encore nous faire des emprunts, de n'en pas faire mystère au public. Donc il y a quand même cette logique de concurrence aussi, même chez ces journaux humoristiques. Du Tintamarre, l'Uhlenspiegel va toutefois se distinguer par sa dimension artiste. Comme le Charivari, comme le Gil Blas, une partie de l'intérêt de ce journal procède dans la place qu'il accorde à des illustrateurs, comme Félicien Robes ou Charles de Groux. Leur art est mis ici au service du rire, et ça me permet de rappeler, en passant, qu'il n'y a aucune raison pour que le rire soit tenu pour un effet moins noble qu'un autre, ce qui arrive encore fréquemment dans les histoires, dans les études littéraires, et qui me semble complètement illégitime. Je vous laisse avec quelques illustrations qui permettent d'en rendre compte. Charles de Groux, une illustration pour une série intitulée « Les métiers désagréables » en 1857. « J'enseigne le latin, le grec et le français. Je revends à la génération qui me suit l'ennui que m'a vendu celle qui me précède, et j'ai bien de la peine à ne pas perdre sur ma marchandise. » La notice est signée Alphonse K. Toujours dans cette série des métiers désagréables, le dessinateur d'un journal badin est tenu d'être gai périodiquement et spirituel à heure fixe. C'est crânement dur tout de même. Donc la dépression du comique, c'est une représentation qui existe déjà au XIXe siècle. Enfin, celle-ci, regarde mon cher, voici une étude d'après ma femme. Ah Dieu, c'est ressemblant. Ah bah oui, c'est ce que tous mes élèves m'ont dit. Voilà. Donc, blague grivoise aussi. Uhlenspiegel a aussi ceci de particulier qu'il est l'émanation d'une collectivité qu'il dépasse, la société dite des Joyeux, qui est fondée en septembre 1847 par Charles de Coster et quelques amis, et qui se rassemblaient d'abord à Ixelles, et puis dans une auberge de la rue du Singe. Alors, en réalité, je sais qu'il existe dans Uhlenspiegel des articles relatifs à la Société des Joyeux, mais les rares exemplaires qui sont disponibles à la Bibliothèque royale m'ont pas permis d'obtenir des renseignements à ce sujet. Peu importe. L'essentiel est, je crois, de retenir que le journal joue un rôle de chambre d'écho à une activité d'une société et incite en fait les curieux à rejoindre cette société. Et c'est le genre de pratique qui va être prolongé ultérieurement par deux des plus grands journaux, des plus grands représentants de la petite presse qui vont émerger à la fin du XIXe siècle. Donc c'est l'Hydropathe et le Chat Noir. Voici l'Hydropathe. Ce sont deux journaux, l'Hydropathe et le Chat Noir, qui se construisent dans le prolongement d'un lieu de sociabilité qui les précède et dont ils relatent les spécificités. Alors, c'est à Émile Goudot qu'on doit en octobre 1878 la création d'une assemblée littéraire qui se réunit dans le quartier latin sous le nom des Hydropathes. Les hydropathes, c'est vrai, je devrais commencer par expliquer ça, c'est ceux qui ont peur de l'eau. Donc le titre, le nom de l'assemblée dit bien qu'il sera consommé assez peu d'eau lors de ces rassemblements et qu'on boit autre chose. Et à chaque fois, le principe est assez similaire, c'est-à-dire que c'est comme pour une revue comme les Hommes d'aujourd'hui, on choisit une personnalité qui fait partie du groupe des hydropathes et on la célèbre dans le journal. On la célèbre à coup aussi de blagues, de caricatures. Vous avez ici l'illustration du premier numéro qui est donc dédié, consacré au fondateur des hydropathes, Émile Goudot. Et on trouve dans ces numéros des blagues lourdes aussi, blagues hydropatesques, à questions indiscrètes, réponses analogues. Pourquoi votre société a-t-elle pris le nom d'hydropathe ? Parce qu'elle a Goudot et tient ses séances à l'hôtel Boileau. Voilà. Donc c'est toujours, en fait, ce règne, ce culte du calembour qui annonce d'une certaine façon les blagues carambars aussi. Dès le 4e numéro du journal, le numéro va changer de titre, le journal va changer de titre et le décliner au pluriel. Il rompt alors avec une formule traditionnelle qui se fonde sur une définition du titre comme déterminant article défini plus nom commun ou nom propre, et mise alors sur une forme de collectivité. Rend hommage à la collectivité, il y a quelque chose là qui se joue et qui est assez intéressant, puisque au fond, c'est vrai que l'Hydropathe est surtout le journal d'une collectivité, et va avoir pour enjeu de promouvoir cette collectivité à travers
je suis allé un peu vite, toute une série de textes qui décrivent l'effervescence des réunions des hydropathes et qui visent donc à susciter l'intérêt d'un plus large public. Progressivement, ce journal va évoluer, va changer de titre aussi. Après 2 ans, il va s'appeler Le Tout Paris. Et on voit avec ce changement de titre, l'enjeu évolue. C'est-à-dire qu'il ne va plus s'agir de rendre compte de l'activité d'un groupe qui se rassemble au quartier latin, mais d'être beaucoup plus bigarré, beaucoup plus éclectique et de ne plus rendre compte dès lors d'une forme de sociabilité spécifique. Dans Le Tout Paris, tout le monde est accueilli et le journal va finalement se muer en une forme de potinière, d'espace où les ragots sont privilégiés et va miser davantage sur un esprit boulevardier plutôt que sur un esprit potache lié au quartier latin. Ça ne va pas fonctionner comme le groupe le souhaitait, comme les directeurs de la publication le souhaitaient, et très rapidement, en fait, la publication va être interrompue. En 1880, ce sera donc la fin des hydropathes et la fin de cette revue éphémère. Mais 2 ans plus tard, et je finirai par là, on va retrouver Émile Goudot comme rédacteur en chef du premier numéro du Chat Noir, publié le 14 janvier 1882. Alors là, c'est un objet magnifique qui va paraître pendant 18 ans. C'est un vrai succès. Le journal paraît le samedi et il est évidemment directement lié au cabaret du Chat Noir, qui est d'abord scié au numéro 84 du boulevard Rochechouart, qui a été fondé donc par Rodolphe Salis. Rodolphe Salis, qui est un gentilhomme cabaretier, comme il aime se définir, mais qui est aussi on dirait un représentant marketing aujourd'hui d'une certaine façon. Il a envie de faire du Chat Noir une marque, il a envie que ça fonctionne, il a envie d'attirer des individus dans son cabaret, et il voit dans un périodique la possibilité d'élargir son auditoire. Les stratégies d'émergence du Chat Noir ont certains points de convergence avec celles de l'hydropathe. Je ne vais pas revenir sur ça ici en détail, mais c'est au Chat Noir, dans le cabaret du Chat Noir, qu'on va poser les jalons de ce qu'on appelle aujourd'hui le stand-up, qu'on désignait alors comme le monologue fumiste, c'est-à-dire le fait de venir réciter des textes sur scène, des textes comiques. Charles Cros a écrit des textes magnifiques pour Coquelin-Cadet dans cette perspective, et vraiment il y a une filiation là, qui se mesure. C'est aussi au Chat Noir qu'on tirera parti du théâtre d'ombre, qu'on importera le théâtre d'ombre. C'est dans les pages du journal qu'on pourra lire les contes d'Alphonse Allais, admirer les dessins de Steinlen, de Villette, et qu'on verra aussi naître, d'une certaine façon, la bande dessinée. Mais bon, il s'agit d'une autre histoire dont on aura peut-être l'occasion de reparler plus tard, et qui sait, peut-être, au moment de la parution prochaine du volume poétique du Chat Noir, qui fera suite au colloque international qui s'est tenu en décembre 2018 à la Bibliothèque nationale de la ville de Paris. Je vous remercie.